Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Ce webinaire va être dédié aux mesures d'accompagnement pour les cotisations URSSAF des travailleurs indépendants suite à la période de crise. Donc, je me présente, je m'appelle Martine Juban, je suis attachée de direction auprès du directeur du recouvrement des travailleurs indépendants de l'URSSAF Rhône-Alpes et nous allons présenter les dispositions en duo avec Christine et je vais laisser Christine se présenter. Bonjour à tous, je suis donc Christine Pessanda, coordonnateur régional au sein de la direction régionale du recouvrement des travailleurs indépendants de l'URSSAF Rhône-Alpes. Alors, pourquoi ce webinaire a-t-il été prévu à cette époque-là? Eh bien, nous savions que nous allions avoir un peu plus de précision sur les dispositions qui allaient être arrêtées par nos ministères. Comment il va se dérouler ce webinaire? Il va durer à peu près 45 minutes, une trentaine de minutes qui vont être consacrées à la présentation. Vous aurez ensuite posé vos questions, je vais y revenir tout de suite après, donc le temps des questions-réponses durera une quinzaine de minutes. Et puis il y aura un troisième temps, alors celui-ci on ne va pas le voir aujourd'hui, puisque vous allez recevoir après le webinaire un lien, vous pourrez assister en replay à la diffusion du webinaire et sous une huitaine de jours, vous recevrez le support par mail. Donc, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous voyez en haut à droite, vous avez une petite icône chat participant. Et puis, vous ne les voyez pas, bien dans la coulisse, comme on dit, nous avons deux experts qui vont vous répondre. Donc, quand vous verrez les réponses qui s'afficheront et qui commenceront par URSSAF F ou Martine U, eh bien, vous saurez que ce sont des intervenants de l'URSSAF qui vous répondent et que ce n'est pas votre petit copain d'à côté qui vous fait une farce et puis qui vous raconte des bêtises, ou pas d'ailleurs. Si jamais vous n'avez pas suffisamment de temps pour poser vos questions, ou bien si on n'a pas eu le temps de vous répondre, ou si bien la question vous vient après, pas de souci, vous pourrez toujours nous contacter sur les sites institutionnels. Donc, pour les artisans et les commerçants, c'est Sécu indépendant. Donc, Sécu sans accent, SECU, indépendant avec un S.fr. Et puis, pour les professionnels libéraux, eh bien, c'est ursaf.fr. Je pense que pendant le confinement, vous avez tous pris l'habitude de vous connecter sur ces sites et que vous êtes tout à fait familiarisés maintenant avec le sujet. Donc, qu'est-ce que nous allons vous présenter aujourd'hui? Il va y avoir 4 parties. On va tout d'abord voir la reprise du paiement des échéances de cotisation. Là aussi, il va y avoir des sous-parties. Les aides spécifiques, donc on verra plus particulièrement le fonds de solidarité, les aides financières dites Covid, et puis l'action sociale. On vous parlera également des réductions de cotisation, son principe et puis les abattements. Et puis, nous verrons les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place par l'URSSAF compte tenu du contexte particulier que nous vivons. Donc, j'insiste sur 2 points. Les dispositions qui vont vous être présentées aujourd'hui concernent les artisans, les commerçants et professionnels libéraux, mais hors auto-entrepreneurs et les praticiens auxiliaires médicaux. Ce sont des catégories qui ont des dispositifs à part. Ça aurait été trop compliqué de faire les distinctions aujourd'hui et ce n'aurait pas permis de donner des informations claires. Du moins, nous espérons qu'elles seront claires. Un autre point important, les mesures que nous vous présentons aujourd'hui, ce sont celles que nous connaissons aujourd'hui. Elles ont vocation à évoluer. Elles évoluent souvent et nous vous invitons régulièrement, là encore une fois, à consulter les sites institutionnels. Vous avez toujours une information qui est actualisée. Enfin, un dernier point par rapport à vos questions, vous allez voir, souvent, on va faire référence à des secteurs d'activité. On va parler du secteur 1, du secteur 1 bis, du secteur 2. Donc, vous allez vous dire, ah mais sur quel secteur moi je suis? C'est normal, c'est logique, c'est tout à fait naturel.
Donc, à ce moment-là, vous verrez, en fin de présentation, nous vous communiquerons les liens sur lesquels vous pourrez trouver les listes de ces fameux secteurs. Donc, le réseau URSSAF a été tête de pont, il faut bien le dire, à travers de nombreuses mesures pour accompagner les cotisants. Les employeurs, quand ils avaient des salariés, ont bénéficié de reports partiels ou total du paiement de leurs cotisations. Pour les travailleurs indépendants, c'était un petit peu différent, puisque sans qu'on leur demande leur avis, mais c'était pour leur bien évidemment, les prélèvements et les appels de cotisation se sont totalement interrompus à partir du 17 mars jusqu'à la fin du mois d'août, et les prélèvements ont repris à compter de septembre. D'où l'intérêt de faire ce webinaire aujourd'hui. Et puis, il faut savoir que plus récemment, il y a eu du soutien aux entreprises et que les mesures en faveur des artistes-auteurs ont été renforcées. Donc, pour vous parler de la reprise du paiement des échéances, c'est Christine qui prend la parole. Christine, à toi. Merci Martine. Donc, la reprise du paiement des échéances courantes, ce que l'on appelle nous les échéances courantes, ce sont les échéances que vous payez soit mensuellement, soit trimestriellement. Et nous parlons ensuite des échéances des délais de paiement. Donc, concernant les échéances des cotisations courantes, vous avez pu bénéficier donc entre le 20 mars et le 20 août d'un report total de ces cotisations, donc aucun versement de votre part, sauf éventuellement pour ceux qui ont fait des versements spontanés, mais rien n'était obligatoire. Ces échéances qui ont été donc suspendues entre le 20 mars et le 20 août ont toutes été lissées sur les échéances de septembre à décembre, puisque depuis le 5 septembre, les échéances des cotisations courantes ont repris. Cependant, pour ne pas vous pénaliser sur ces 4 derniers mois de l'année, puisque le fait que vous ayez eu 6 échéances non réglées, ça allait reporter sur les 4 derniers mois ces 6 échéances non réglées, ça allait vous faire des échéances très élevées. Il a été décidé de faire une application d'un revenu estimé d'office sur les cotisations 2020, donc basé sur le dernier montant des revenus que nous connaissions, donc en principe le revenu 2019. Donc c'était 50% pour l'ensemble des artisans commerçants profession libérale et 25% pour les débitants de tabac, puisqu'ils ont d'autres réductions de par ailleurs et du coup c'était plus logique de faire comme ça. Bien sûr, ces diminutions de revenus, enfin ce calcul des cotisations courantes sur le montant de vos revenus estimés n'engendrera bien sûr pas de majoration de retard. Je vais quand même vous donner un petit exemple là, pour illustrer donc cette application de revenus estimés d'office. Donc, si on part sur un exemple d'un revenu donc, de 12 000 €, ça vous faisait donc des échéances de 1 000 € tous les mois. Vous n'avez pas eu donc d'échéance réglée entre mars et août. Celle-ci aurait dû être reportée entre septembre et décembre. Nous avons donc appliqué sur ces 12 000 € un abattement de 50%, ce qui fait que vos cotisations entre septembre et décembre sont calculées sur un montant estimé de 6 000 €, d'où le fait que vous restiez sur une échéance à 1 000 € sur septembre, octobre, novembre et décembre. Donc là, la reprise de recouvrement a bien repris le 5 septembre, et pour les mensuels, bien sûr, au 20, ça sera la première échéance au 20 septembre, et pour ceux qui sont trimestriels, leur première échéance prélevée ou payée par chèque bancaire sera le 5 novembre. Parallèlement, alors, ces revenus estimés, ne concernent pas une petite partie donc, des travailleurs indépendants, ceux qui ont débuté leur activité depuis 2019, donc dans leurs 2 premières années d'activité. Ceci parce que les cotisations sont calculées sur des revenus forfaitaires de début d'activité, donc déjà des revenus pas très élevés. Donc du coup, ça n'allait rien modifier de vous diminuer ce revenu forfaitaire de début d'activité par un revenu estimé moins élevé. Bien sûr, tous ceux qui ne nous ont pas donné le montant de leur revenu 2018, donc c'est ce qu'on appelle les taxés d'office. Donc, si vous n'avez pas fourni votre revenu 2018, vous ne pourrez pas rentrer dans ce processus de revenu estimé d'office à 50%. Et puis, bien sûr, si l'assiette de vos cotisations provisionnelles 2020 était déjà inférieure à 2 000 €.
et également si vous êtes conjoint collaborateur. Attention, cette mesure donc, ne concerne que vos cotisations provisionnelles de l'année 2020 et n'a pas d'incidence sur le montant de vos cotisations, de vos cotisations 2019, qui elle est basée sur le montant de vos revenus définitifs 2019. Donc la régularisation de vos cotisations 2019, s'il y en a une, subsiste. Christine, une question, mais tu as certainement la réponse. Si je suis en première ou deuxième année d'activité, j'ai pas eu le revenu destiné d'office, mais si j'ai pas de revenu du tout, qu'est-ce que je peux faire? Alors, si la personne n'a pas de revenu du tout, elle peut tout à fait nous déclarer un revenu estimé à 0, par exemple, en nous expliquant qu'elle n'a pas d'activité, donc pas de revenu sur l'année 2020, et nous appliquerons le revenu estimé qu'elle nous déclarera. Et je fais comment, moi, pour déclarer ce revenu estimé? Pour le déclarer, vous pouvez aller en ligne, bien sûr. On vous invite toujours de faire vos déclarations en ligne. C'est un traitement bien plus rapide de votre demande. Donc, soit sur sécu-indépendant pour les artisans commerçants ou sur ursaf.fr pour les professions libérales. Donc maintenant, nous allons parler donc, des personnes qui avaient des délais de paiement en cours au moment donc, de la crise Covid-19. Donc tous les délais de paiement, les échéances des délais de paiement qui étaient en cours avant le 13 mars ont toutes été suspendues. La reprise du recouvrement va reprendre à compter du mois d'octobre. Donc au mois de septembre, vous avez reçu un nouvel échéancier qui vous reportait toutes ces échéances que vous n'aviez pas réglées sur les mois qui suivaient le dernier mois que vous auriez dû avoir comme dernière échéance. Attention, si vous avez payé des échéances spontanément, elles n'apparaissent pas sur ce document. Mais ne vous inquiétez pas, elles seront bien déduites des échéances à venir et automatiquement, ça réduira le nombre d'échéances qui restaient à courir. Et Christine, si jamais j'arrive pas à payer mon échéancier à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Moi, là, on me l'a prolongé, il devait s'arrêter en décembre et il va jusqu'en juillet. Mais j'ai raté une échéance, ça va faire quoi? Alors, si vous ratez une échéance, il n'y a pas de problème. Vous recevrez automatiquement une nouvelle proposition d'échéancier de notre part et bien sûr, toujours sans majoration de retard ni pénalité. Ah, c'est bien ça. Donc maintenant, nous allons parler des aides spécifiques qui ont été mises en place et je relaisse la parole à Martine Juban. Donc, nous allons voir 3 aides spécifiques. Le Fonds de solidarité, qui est géré par la DGFiP, autrement dit les impôts, et puis les aides financières Covid et l'action sociale, qui sont gérées par l'URSSAF. Il existe d'autres dispositifs qui sont gérés par les CPAM, notamment, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui spécialement. Donc, le Fonds de solidarité. Il a eu 2 étapes, le Fonds de solidarité, qui est géré par les impôts, la DGFiP, jusqu'au 30 juin. Si les conditions de baisse de chiffre d'affaires étaient remplies, il était ouvert à tout le monde, à toutes les activités. Ça, c'était jusqu'au 30 juin. À partir du 1er juillet, ce fonds de solidarité est réservé aux entreprises qui sont particulièrement touchées par la crise. On en entend souvent parler dans les médias, radio, télé, presse, divers et variés. On ne sait jamais quelles sont les activités qui sont touchées. Donc, je vous en ai parlé au début, la liste détaillée, vous aurez le lien. Mais d'une manière générale, ce sont celles qui touchent le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport. Dans la région, on a beaucoup d'entreprises qui sont gérées dans les Alpes, qui ont un lien avec le ski, la culture, le transport aérien, l'événementiel. La liste, elle est longue et précise. Et puis, il y a ce qu'on appelle le secteur 1 bis. Ce sont les activités qui dépendent des activités que je viens de vous énoncer précédemment et qui ont eu une baisse importante de chiffre d'affaires. Donc, prenons le cas d'une laverie qui travaillerait, par exemple, avec un hôtel. Eh bien,
elle n'est pas listée dans l'événementiel, la restauration, le sport. Par contre, elle a une activité connexe et elle sera visée par les mesures d'allègement. Donc ça, c'était pour l'aide financière principale gérée par la DGFiP et pour lesquelles il faut faire une demande sur impôt.gouv.fr. Et puis, il existe une aide financière complémentaire qui, elle, est gérée par le conseil régional. Alors, attention, c'est le conseil régional de votre entreprise, de votre domicile, excusez-moi, et pas de votre entreprise. Donc, le montant, hein, ce sont toujours des montants maximum hein, que nous donnons. Il est de 10 000 € et il peut aller jusqu'à 15 000 € pour les discothèques. Et comme je vous l'ai dit, il faut en faire une demande et cette demande, elle doit être faite le 15 octobre au plus tard sur le site de votre conseil régional. Donc, je vous l'avais annoncé, donc on va parler des aides spécifiques, en commençant par les aides financières Covid. Donc, ce sont essentiellement celles qui ont été versées jusqu'au 30 juin. Donc, il y avait une aide financière exceptionnelle dite Covid, mais cette aide financière n'intervenait que de manière subsidiaire à l'aide DGFiP. C'est-à-dire que si on avait demandé l'aide DGFiP et que l'on pouvait en bénéficier, à ce moment-là, il y avait systématiquement un rejet pour l'aide financière exceptionnelle CPSTI Covid. Si, au contraire, les services fiscaux avaient rejeté la demande d'aide financière DGFiP, Fonds de solidarité, à ce moment-là, une demande d'aide financière exceptionnelle Covid pouvait être examinée par la commission d'action sociale et son montant était de 1 500 €. Donc, il pouvait y avoir plusieurs demandes en fonction des mois et vous pouviez très bien être, par exemple, éligible à l'aide de la DGFiP, le Fonds de solidarité, par exemple, en avril, auquel cas, vous n'aviez pas droit à l'aide financière exceptionnelle de l'URSSAF. Si par contre, en mai, la DGFiP faisait un rejet de votre demande, vous pouviez être éligible à l'aide financière exceptionnelle Covid gérée par l'URSSAF. Il y a également eu quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est même totalement exceptionnel, hein, c'est une aide qui a été décidée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et qui était financée par des fonds du régime complémentaire des indépendants. Nous avons appelé cette aide l'aide CPSTI RSI Covid. Elle était destinée aux cotisants qui avaient versé leurs cotisations 2018. Et quelles cotisations? C'était les cotisations du régime complémentaire de retraite. Donc, il fallait avoir été affilié en 2018, être toujours en activité en avril 2020 et avoir payé ses cotisations retraite complémentaires de 2018. Le montant était au maximum 2 250 € et si l'aide était inférieure à 30 €, elle n'était pas versée. Ce qu'il y avait d'exceptionnel dans cette histoire aussi, c'est non seulement l'aide, mais également sa manière d'être payée. Il n'y avait pas de demande à faire. Donc, toutes les personnes pour lesquelles nous avions connaissance d'un relevé d'identité bancaire qui, en général, donc, était prélevé au mois d'avril, hein, nous avions les coordonnées, à ce moment-là, nous avons fait un virement dès la fin du mois d'avril. Pour les autres, ça a été un petit peu plus long, puisqu'il a fallu qu'on aille à la pêche dans différentes bases de l'URSSAF. Et puis, en dernier ressort, nous avons fait des demandes de RIB. Alors là, on est toujours désolé un petit peu parce qu'il y a des gens qui ne communiquent pas leur changement d'adresse, donc des personnes n'ont pas reçu forcément les demandes de RIB et n'ont pas pu le déclarer en temps voulu et malheureusement n'ont pas pu recevoir l'aide. Là, je m'adresse essentiellement donc aux artisans et aux commerçants qui relèvent du régime complémentaire des indépendants. Pour les professions libérales, c'était un petit peu différent puisque c'était géré par leur caisse de retraite. Et là, il y avait une particularité,
il fallait en faire la demande avant une date donnée. Je n'ai plus la date en tête, vous m'excuserez, mais il me semble que c'était mi-septembre. Je vais évoquer maintenant avec vous ce que j'appelle les aides pérennes. Elles sont hors Covid, elles existaient avant la crise, elles existeront après la crise. L'idée, c'est d'aider les travailleurs indépendants à résoudre une difficulté exceptionnelle et ponctuelle par l'attribution d'une aide financière exceptionnelle. Vous voyez, elle a le même nom que celle précédente, mais son montant est différent. Je vous ai parlé de 1 500 tout à l'heure. Là, en situation, on va dire, normalisée, l'aide est de 6 000 € au maximum. Les décisions, elles sont prises au cas par cas, sur étude des dossiers et donc des informations qui sont communiquées par les cotisants, par les commissions d'action sociale. Il ne faut pas être étonné si jamais nous avons un de nos collaborateurs qui prend son téléphone et qui demande des précisions. C'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on entend par difficulté exceptionnelle et ponctuelle? Ça peut être lié à la personne du travailleur indépendant, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème familial lié à son épouse, à ses enfants, ça peut être lié à l'entreprise, la perte d'un marché, un incendie. On a entendu parler ces jours-ci malheureusement des inondations de l'Hérault. Eh bien voilà, ce sont des mesures des conditions qui peuvent permettre l'attribution de cette demande si jamais le cotisant en fait la demande. Ça peut également être aussi le cas d'une rue qui est en travaux et le commerce n'a plus de fréquentation. Il n'y a pas vraiment de liste déterminée, mais c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle. Nous avons aussi une autre aide qui s'appelle l'aide aux cotisants en difficulté, autrement dit dans notre jargon la CED, et son but, c'est toujours pareil, c'est d'aider les entreprises viables à poursuivre leur activité. Donc sa forme là, c'est pas un secours que reçoit la personne, c'est une prise en charge totale ou partielle d'une partie, des cotisations ou d'une partie des cotisations. Donc le montant de l'aide ira au maximum jusqu'à 6 mois de cotisation. Et quant aux décisions, elles sont prises, pareil, comme pour l'aide précédente, au cas par cas par les commissions d'action sociale, encore une fois, en fonction des informations qui sont communiquées. Donc, le fait d'être à jour de cotisation, ou à contrario de ne pas être à jour, ça a parfois des conséquences sur des droits sociaux, les indemnités journalières, l'invalidité, la retraite. Donc, le fait d'être à jour de cotisation, ou au moins de tendre et de réduire la dette du cotisant pour pouvoir se mettre à jour, ça va lui permettre, dans certains cas, de bénéficier d'indemnités journalières, par exemple, qui sont versées par la CEPAM. Je rappelle que les indemnités journalières de la CEPAM sont au minimum de 22,54 € par jour. Je pense que vous êtes tous en attente des mesures sur la réduction des cotisations et je vais laisser la parole à Christine. Alors, on va parler des réductions de cotisations. Donc, je vais vous exposer le principe et les abattements qui sont liés. Donc, ces réductions de cotisations ne vont s'appliquer que pour des personnes qui relèvent donc du secteur 1 et 1 bis et du secteur 2. Donc, pour voir de quel secteur vous relevez, il faudra donc aller sur la liste que vous avez donc en lien que vous aurez à la fin de la présentation. Donc, la réduction portera bien sur vos cotisations et contributions sociales définitives de l'année 2020, donc bien après que vous ayez fourni le montant de vos revenus 2020 et qu'on ait donc calculé la cotisation définitive de l'année 2020. Et elle sera donc de 2 400 € si vous relevez du secteur 1 et 1 bis et de 1 800 € si vous relevez du secteur 2. Donc, quelques exemples. Secteur 1, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien, l'événementiel. Donc, tout ça, c'est fixé dans un décret qui est paru donc en septembre 2020. Le secteur 1 bis, c'est donc les secteurs dont l'activité dépend des secteurs que je viens de vous citer.
et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d'affaires, puisqu'on part du principe qu'il faut avoir baissé son chiffre d'affaires de 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Le secteur 2, ce sont tous les secteurs qui font appel à l'accueil du public et qui ont dû donc être interrompus du fait de la crise sanitaire. On peut avoir les parfumeries, le commerce de chaussures, l'habillement, les articles de sport, l'auto-école, la bijouterie, les concessions d'auto, le fleuriste, les coiffeurs et d'autres. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, attention, la réduction ne s'appliquera qu'en 2021 sur le montant de vos cotisations définitives de l'année 2020. Donc, c'est bien une aide précieuse, bien sûr, mais vous allez me dire, si là, immédiatement, j'ai des soucis, comment je peux faire? Donc, si je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'application de revenus estimés d'office, qui sont égales donc à 50% du montant de vos revenus 2019, en tout cas des derniers montants connus. Si cet abattement de 50% ne suffit pas, puisque votre activité est vraiment en grande perte, vous avez encore la possibilité d'appliquer un abattement sur le montant du revenu estimé que vous estimez que vous aurez en 2020. Donc, pour ce faire, je vais vous donner un petit exemple. On va repartir de l'exemple de l'année dernière, de tout à l'heure. Donc, avec un revenu estimé de 12 000 euros, un revenu définitif de 12 000 euros, on vous a donc appliqué un revenu estimé de 6 000 euros. Vous estimez que votre revenu prévisionnel 2020 sera de 7 000 euros. Donc, vous avez possibilité de diminuer de 5 000 euros ces 7 000 euros, donc de faire calculer vos cotisations provisionnelles de l'année 2020 sur un montant de 2 000 euros, ce qui réduira d'autant plus vos cotisations et vous évitera d'avoir une régularisation créditrice trop importante du fait de l'abattement des cotisations que l'on vous fera l'année prochaine, soit de 2 400 euros, soit 2 800 euros, selon votre secteur d'activité. Christine, et si jamais on se trompe, en fait, on n'a pas assez déclaré de revenus estimés, en fait, est-ce qu'on a des pénalités? Alors, sachez que la législation, effectivement, prévoit, si vos revenus définitifs sont supérieurs de plus d'un tiers des revenus estimés que vous aviez déclarés, normalement, il est prévu une application de pénalité. Et ce, à titre exceptionnel, compte tenu de la crise, il n'y aura ni majoration de retard, ni pénalité appliquée, même si votre revenu estimé était trop sous-estimé. Enfin, si j'ai bien compris, on n'a quand même pas intérêt à Alors, vous n'avez pas trop intérêt à sous-estimer, puisque si vous sous-estimez le montant de vos revenus, automatiquement, vous aurez une régularisation débitrice importante en 2021, d'où, de nouveau, des échéances un peu plus élevées. Et je vous rappelle quand même que ces demandes d'abattement doivent se faire, donc, enfin, on ne le fera que sur demande. Donc, je vous invite à faire vos déclarations, toujours pareil, pour les artisans commerçants sur le site Sécu Indépendant et pour les professions libérales sur le site ursaf.fr. Nous allons évoquer maintenant les mesures exceptionnelles face aux difficultés de paiement, parce que malheureusement, on ne peut que penser que vous avez eu des difficultés de paiement compte tenu du contexte. Et nous allons parler tout d'abord du plan d'appurement dit Covid. Alors là, encore une fois, c'est une mesure tout à fait exceptionnelle. Vous n'avez sans doute pas l'habitude que l'URSSAF soit proactif pour vous aider à payer vos cotisations. Eh bien, tout arrive. Donc, puisque nous allons vous proposer des délais de paiement. Et à qui ça va s'adresser? Donc, pour les personnes qui n'auront pas pu payer leur échéance du mois de septembre, voire de début octobre, que ce soit parce qu'elles ont fait opposition au prélèvement auprès de leur établissement bancaire ou malheureusement parce que la banque a rejeté ce prélèvement, eh bien, à ce moment-là, on leur proposera un délai de paiement. C'est exactement la même chose pour les personnes qui n'auront pas réglé leur cotisation au 5 novembre. Donc, vous ne faites rien, l'URSSAF reviendra vers vous pour vous proposer un plan d'appurement
Il est donc inutile d'adresser une demande de paiement aujourd'hui, quel que soit le canal, par Internet, par courrier ou par téléphone. Il faut savoir qu'à la sortie, on va détailler un petit peu plus le plan d'appurement tout de suite après, mais si jamais ce que l'on vous propose ne vous convenait pas, soit parce que c'était pas assez long, soit au contraire vous voudriez payer plus vite, n'hésitez pas. À ce moment-là, quand vous aurez reçu le plan, j'insiste, quand vous l'aurez reçu, revenez vers nous par les sites internet pour nous dire ce qui vous conviendrait le mieux. Donc, je vous l'ai dit, le plan d'appurement comprendra les dettes liées aux cotisations impayées à partir de septembre, mais également pour les personnes qui n'avaient pas réglé la totalité de leurs cotisations quand tout s'est arrêté au mois de mars. À ce moment-là, ça sera tout inclus dans le plan et vous aurez un seul échéancier. Et chose encore une fois particulière et exceptionnelle, l'URSSAF remettra automatiquement les majorations de retard si le plan d'appurement est respecté. Alors, une des questions que vous allez poser, c'est sur combien de temps va durer ce prélèvement? Ben là, je suis très ennuyée parce que nous n'avons pas encore la réponse du ministère et nous ne savons pas la durée des échéanciers. Nous avons des pistes. On parle de 12 mois, de 15 mois. Ça devrait se situer autour de ces échéances-là, ce nombre d'échéances-là, mais nous n'avons pas de certitude sur ce qui va être définitivement arrêté. Par contre, cet échéancier-là dont je vous parle ne reprendra pas les cotisations qui étaient en recouvrement auprès d'un huissier de justice. On en parlera tout de suite après. Voilà, j'y viens. Donc, les huissiers ont reçu au mois de juillet instruction de prendre contact avec tous les cotisants qui avaient une dette en recouvrement dans leur étude. Alors, ils ont fait ça en juillet et en août. C'était pas la bonne période, mais ils y sont pour rien. Ce sont les hasards du calendrier et la Covid ne connaît pas le calendrier malheureusement. Donc, les huissiers ont tenté de prendre contact avec les cotisants et leur ont proposé un plan de paiement qui pouvait aller jusqu'à 24 mois. Mais là aussi, il pouvait y avoir négociation avec l'huissier et les plans pouvaient exceptionnellement être allongés. Par contre, la particularité, autant on vous a dit tout à l'heure que ça serait automatique pour les cotisations qui étaient gérées directement par l'URSSAF, que vous n'aviez pas d'acceptation particulière à faire. Quand la dette est en recouvrement chez l'huissier, il faut impérativement accepter l'échéancier qui vous est proposé. S'il n'y a pas cette formalité écrite, la procédure ne va pas s'arrêter et l'huissier aura toute légitimité à poursuivre le recouvrement quand l'URSSAF lui donnera autorisation de le reprendre, ce qui malheureusement ne saurait tarder. Et ça pourrait se faire dans les semaines. Martine, j'ai effectivement une dette en recouvrement chez l'huissier, mais en même temps, je ne vais pas pouvoir payer le mois de septembre, je le sais. Comment ça va se passer? Je vais avoir 2 délais? Il y aura 2 délais. L'huissier, comme je l'ai dit, c'est une créance particulière qui peut reprendre le recouvrement, on va dire, d'un claquement de doigts. Hein. Donc, il y a un délai, il a été accepté, il poursuit son cours. Par contre, si jamais l'échéance du mois de septembre n'est pas payée, elle non plus, l'URSSAF mettra un plan de paiement automatique comme il était D'accord, et je développé n'aurai tout à rien l'heure. à demander à l'URSSAF, sauf si mon délai ne me convient Rien pas. à C'est bien demander à ça. l'URSSAF. C'est tout à fait ça. Tout va se faire le plus automatiquement Merci. possible. Et bien évidemment, il y aura la question des majorations de retard. Et il est fort probable que si les délais sont respectés auprès de l'huissier, les majorations de retard seront annulées. Mais là aussi, on attend un arbitrage de la direction de la sécurité sociale. Comme je vous l'avais indiqué, ben voilà enfin les liens. On vous a fait
espérer jusque-là. Donc, vous les aurez dans le support qui vous sera adressé par mail. Et nous allons passer aux questions-réponses. Donc, nous nous sommes attachés dans un premier temps à vous présenter globalement les aides et les dispositifs dont vous pouvez bénéficier. Bien évidemment, vous pouvez avoir des questions particulières à nous poser. Si par contre, elles concernent le fonds de solidarité, on ne pourra malheureusement pas vous répondre puisque ce sont les services fiscaux qui sont en ligne directe pour attribuer cette aide. Et puis, tout ce qui concerne les indemnités journalières ou l'invalidité, il faut s'adresser à la CEPAM. Donc, au niveau des questions, est-ce que Christine, tu as vu quelques questions une déjà qui est, à mon avis, intéressante, parce que je pense que la personne, on est peut-être passé un peu trop vite. Elle me dit, pouvez-vous me donner le nom de l'aide attribuée par le Conseil général? C'est voilà. Le Fonds de solidarité. Une autre question. Alors, j'ai payé mon échéance en février. La prochaine échéance sera donc sur novembre. Je pense que c'est un cotisant qui est trimestriel. Mon revenu 2020 sera supérieur à celui estimé. Je vais le réévaluer. Par contre, le restant du 2020 sera étalé sur 2021 en plus des appels 2021. Donc, si vous réévaluez votre revenu là tout de suite, votre échéance du 4e trimestre pourra éventuellement être recalculée tout de suite en augmentation. Et on parle bien que des cotisations provisionnelles de l'année 2020. Donc, en 2021, on recalculera votre cotisation définitive dès que vous aurez donné votre montant de votre revenu définitif 2021. Donc, ça va se passer aux alentours d'avril. Et là, les cotisations 2020 définitives que vous n'aurez pas réglées en 2020 du fait de la crise et d'un revenu estimé, bien sûr, elles seront lissées sur vos échéances de l'année 2021. Alors, une autre question, je te laisse répondre, Martine. Est-ce que les réductions de cotisation se feront automatiquement ou bien faudra-t-il en faire la demande? Non, les réductions de cotisation, ça ne sera pas automatique. Il faudra en faire la demande. Et a priori, la demande devra être faite auprès de la DGFiP, puisque ce sont des critères qu'ils ont l'habitude de vérifier. Et que l'URSSAF n'a pas du tout connaissance de la notion de chiffre d'affaires, puisque nous, ce sont des revenus que nous connaissons. Ouais, excusez-nous, on lit vos questions, puisque pendant que nous parlions, on ne pouvait pas faire les deux choses à la fois. Alors, les réductions se feront de manière automatique si votre activité est éligible au dispositif. L'anticipation du dispositif par application de l'abattement sur le revenu estimé relève en revanche de votre initiative. Alors, la première révision du revenu estimé, enfin de votre revenu en imposant un revenu estimé de 50% du montant des derniers revenus que nous connaissions, oui, c'était de notre initiative, enfin, sur décision législative, bien sûr. Si là, vous désirez un autre revenu estimé, soit moins élevé, soit plus élevé, ça sera de votre initiative et il faut que vous en fassiez la demande. Et toujours pareil, on fait la demande sur les sites internet pour lesquels on vous a rabattu les oreilles depuis le début. Là, je crois qu'on est au bout des diverses questions. Qu'est-ce que tu en penses, Martine? J'en vois pas d'autres, mais voilà. On va peut-être se laisser une petite minute ou deux. Alors, on a peut-être été trop rapide ou trop précise. Parce que vous avez pu comprendre quand même, c'est que tout n'est pas encore calé, hein, puisqu'on attend quelques dispositions, et que à chaque fois, eh bien, nous sommes bien évidemment l'ACOSS, hein, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et force de proposition auprès du ministère, mais les arbitrages finaux
dépendent bien toujours du ministère. Donc, on vous invite à suivre régulièrement les actualités qui sont sur les sites Il y a une Internet. question, est-ce que les Christine. comptables seront avisés de ces aides? Bien sûr, les comptables sont régulièrement informés de l'actualité. Et puis, nous envisageons, comme pour vous, de leur donner l'adresse du replay qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Donc, ils auront exactement les mêmes informations que vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer largement auprès de vos collègues, hein. Nous savons que l'horaire qui a été retenu ne convient pas toujours à tout le monde. Forcément, hein, vous êtes au travail la plupart du temps, mais faites suivre largement le lien. Nous allons de toute façon, nous aussi, communiquer par mail auprès de vos collègues travailleurs indépendants d'une manière plus large. On ne pouvait pas inviter trop de monde au webinaire. On a des problèmes. Martine, encore une petite question. Pour la réduction de 2 400 € ou 2 800 €, y aura-t-il une demande à effectuer? Alors là, je vais dire joker, il y aura des conditions à étudier. Hein, et ce sont les services fiscaux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont l'étudier. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. On ne connaît encore. Si on connaît la liste, en fait, officielle retenue pour les activités, elles sont forcément associées à un code NAF ou APE. Hein, il faut encore négocier avec le ministère pour connaître dans le détail la liste des codes APE. Donc, première condition, est-ce que je suis bien dans le bon code? Est-ce que le code est pris tel quel ou si c'est la nature exacte de l'activité qu'il faudra fiabiliser, à qui je vais déclarer ma baisse de chiffre d'affaires. Honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse à l'heure où on se parle. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous serez informés tout au long. Donc, on a la chance avec vous, on connaissait votre adresse mail, on a pu vous inviter. Mais n'hésitez pas, transmettez à tous vos collègues et incitez-les à créer leur compte, à communiquer leur adresse mail. C'est la solution d'aujourd'hui et de demain pour communiquer avec vous et vous donner un maximum d'informations. Une petite dernière question. J'ai payé ma cotisation en février, je dois donc la régler prochainement en novembre, mais je n'ai pas les fonds nécessaires. Mon activité manquant encore depuis juillet. Dois-je simplement attendre l'échéancier de l'URSSAF? Voilà. Et c'est tout à fait ça. Vous attendez l'échéancier de l'URSSAF. C'est uniquement s'il ne vous convient pas qu'il faudra revenir vers nous. Bien, Christine, si nous avons fini les questions, nous allons clore ce webinaire. Je remercie nos deux collègues qui étaient derrière les manettes et que vous n'avez pas eu le plaisir de voir. Merci à toi, Christine, et merci à vous pour votre participation. Et j'espère peut-être vous retrouver à l'occasion d'un autre webinaire sur notre thématique. Merci à tous, merci pour votre participation. Au revoir.